Une question pour Maryse. Oui. Alors, comme donc, le séminaire, on parlait des traces, et au départ même, on avait parlé des archives militantes, puis le terme s'est transformé en traces. C'est une question qui permet de faire le fil entre les différentes interventions, mais je vais commencer par la tienne. Est-ce que dans tous ces projets, alors c'est une question qui m'intéresse aussi pour les exemples des sciences participatives naturalistes, est-ce qu'il y a des exemples, des tentatives d'archivage, de valorisation, mise à disposition des données de manière libre, pédagogique? Voilà, est-ce que ces données issues de capteurs, issues des différents projets que tu as évoqués, finalement, et voilà, est-ce qu'il y a une problématique d'archives Complètement, elle est complètement intégrée dès le départ. Sur chacun des. J'exclus le programme Territoire zéro carbone et de mobilité La Rochelle. Sur l'ensemble de ces trois programmes, on a une démarche qui d'emblée est centrée sur le partage des données, le travail même du point de vue de l'aide à l'interprétation de ces données, les cartographies de ces données, voire le travail pour le cas de l'air notamment avec des artistes sur la traduction de la transformation du milieu au regard de données tant issues de méthodologie participative. Complètement. Sur le cas aussi de l'air, on est sur un hébergement aujourd'hui au niveau européen des données qui mobilise 20 000 contributeurs. Ok, merci. Je voulais poser une question aussi, Maryse, et puis aussi à Lisa, parce qu'elle n'est pas intervenue, mais je pense qu'elle aura peut-être des choses à échanger. Je me posais la question vis-à-vis du crowdsourcing en sciences, est-ce que tu interroges la différence et les territoires respectifs de la figure de l'amateur, le pro-âme en sciences, le fan de sciences, et de la participation citoyenne. Tu sais que tu as travaillé beaucoup sur je parle à Lisa, là, tu as travaillé sur avec le muséum d'histoire naturelle, et là on a plutôt des amateurs amoureux des sciences, je dirais, peut-être. On a aussi la même logique que Marie, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont le devenir et qui ne le connaissaient pas forcément au départ, mais qui étaient quand même intéressés par la question, mais qui vont vraiment s'intéresser. C'est des démarches qui créent des pro-âmes pour moi, je dirais ça. Et est-ce qu'il y a des différences profondes qui peuvent indiquer à quel moment on passe dans le citizen science et on quitte le côté pro-âme? Mais cette question-là, notamment la première du point de vue de l'articulation de différents domaines de littératie, donc en fait, sur le modèle des translittératies en méthodologie participative. Et donc, ce qui est intéressant de suivre, c'est notamment si je prends l'exemple du cas parti sur l'eau, on a aujourd'hui une cinquantaine de participants mais qui ont des profils extrêmement divers, qui vont je dirais, du professionnel. J'ai parlé des agriculteurs, c'est très concret, un projet de méthodologie participative qui n'était pas forcément ciblé à agriculteurs au départ, mais qui se trouve être aujourd'hui vraiment utilisé en fait, très concrètement. À des profils qui sont issus de la sphère médiation des sciences, associations environnementales, à d'autres types de profils que sont les pédagogues. Après, sur aussi la qualité de l'air, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entrées pour un certain nombre d'entre eux par les compétences évidemment techniques, puisqu'on a un entrée Fab Lab, donc approche par le fer, capteur, etc., data et autres, et qui, ici, met en jeu à chaque fois, ça c'est très concret dans la réalisation des ateliers et autres, la question de
de l'approche et de l'explicitation des problématiques par les experts et scientifiques eux-mêmes. Donc, cet enjeu-là est extrêmement important parce que à suivre, du point de vue de l'évolution de littératie, parce que ça permet de voir aussi quel est le degré d'engagement, entre guillemets, des différents types de participants quant à l'effort pour appréhender ces enjeux. Quand on va travailler avec Terraforma sur les analyses chimiques des sols, voilà, des choses un peu complexes. Donc je crois que ça ne va pas ce sujet en soi, tout à fait. Oui, tu définis, enfin tu différencies donc ce qui serait plutôt l'amateur et le citoyen, un participant au programme, c'est quand même par le niveau de compétence, le type de compétence acquise, donc le type de littératie mobilisée, c'est bien ça, si je... Ouais, tout à fait, ouais. Ça peut être aussi... Ouais, parce que... Alors moi je dirais que ça me fait penser, pour l'exemple du musée, j'ai l'impression que les programmes participatifs, c'est quand même assez spécialisé, puis il y a des objets bien spécifiques qui sont proposés, quand on entre dedans, effectivement, on va acquérir des savoirs très spécialisés à ce qu'on est en train de faire au programme. Donc je ne sais pas si ça... Mais je me demande s'il n'y avait pas d'autres approches que la simple question de la compétence dans cette dispersion. Connaissance. Parce qu'on peut avoir aussi des questionnements de posture. Qui lance le projet, dans quelle intention, et quel est le rapport de ceux qui participent au sujet. Est-ce qu'il y a contestation par rapport au projet lancé, ou bien alors est-ce que c'est un projet autour duquel il y a consensus, on s'arrange pour qu'il y ait un consensus. Ouais, quand je montrais les motifs d'engagement sur le programme sur l'air, tu as des motifs d'engagement très, très différents. Et en fait, également sur nous, pour certains, si je prends les associations environnementales, ils vont prendre ce programme caparci dans un volet approche pédagogique, médiation des sciences, etc. Okay, pédagogique. Le milieu agricole va le prendre sur un volet, alors, évidemment là, on est sur un enjeu politique absolument majeur, mais ici ils vont l'appréhender pour améliorer leur pratique professionnelle. Et puis d'autres, comme dans les CFA sur lesquels j'ai pu travailler, y compris d'ailleurs certains enseignants, vont le prendre comme un objet évidemment politique. Donc à chaque fois, je parlais de littératie en termes de différenciation des engagements, des positions, des sociologies, mais évidemment, ça se croit dans la question des motifs d'engagement, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et au-delà de ça, la configuration elle-même, c'est-à-dire que très facilement, on comprend que la configuration même du dispositif qui va du portage, des configurations participatives, design participatif, du dispositif de cette technique, etc., en fait, sur le dispositif, qu'est-ce qui fait la participation, là aussi, et la sociologie même, et ne serait-ce que pour le volet politique. Merci. Oui. Merci. Moi, j'ai une question donc pour Mathilde et Martha, qui est une question très ouverte, comme des curiosités. Plutôt, dans la mesure où l'approche infocommunicationnelle que vous proposez inclut aussi des problématiques du territoire. Et je sais que Martha peut travailler beaucoup avec des géographes. Ma question est, est-ce que, par exemple, ces controverses, par exemple, sont traitées aussi de manière pluridisciplinaire, certes par les sociologues, mais par exemple, est-ce que les géographes vont s'intéresser, par exemple, à ce type de problématique, et dans quelle mesure il peut aussi avoir, comment il peut avoir aussi des croisements entre le point de vue SIC et donc leur méthode d'observation et d'analyse.
En effet, c'est un problème sur lequel on s'est confronté. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une étude très importante qui a été déjà faite sur les massifs du Mont Blanc, portée par un géographe, et qui soulève tout l'aspect du rapport expert, connaissance experte et amateur, qui là aujourd'hui on n'a pas spécialement abordé. Et bon, et en effet, on a travaillé pour une année surtout avec cet angle-là, l'angle territorial et géographique, mais on n'arrivait pas à faire émerger l'angle géographique voilà, qui est très exploré, sacrifie tout l'aspect justement amateur et informel de la connaissance traditionnelle. C'est ça qui peut apporter notre regard, je pense, mais on s'est confronté avec ça. Oui, c'est vrai qu'on a lu les travaux d'un géographe qui a vraiment travaillé sur ces cadres patrimoniaux. Et du coup, là, ce qu'on présentait aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce que les SIC peuvent apporter. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment comment est-ce qu'un objet patrimonial peut en fait, une entrée par un objet patrimonial, en fait, les échanges qui se tiennent sur les espaces numériques font émerger les rapports avec d'autres cadres patrimoniaux. Et là, le géographe en question s'appelle Bernard de Barbieux et il n'a pas du tout travaillé sur la dimension médiatique comme ça. Il n'arrive pas à faire émerger d'autres cadres, en fait, au-delà de celui géographique territorial. Très bien entendu. La question d'Elénie, c'était le rapport aux sources des territoires et spécifiquement aux géographes, c'est ça? Oui, tu m'entends, Marie? De très très loin, je tends le... Parce qu'on est un peu loin. La médiatrice. Oui, donc comment on est fait, c'est une question de curiosité par rapport à Alors, je dirais que de facto, dans ces approches... C'était par rapport à ces cas spécifiques qui étaient présentés par Mathilde et Martha sur les controverses autour de patrimonialisation des Alpes. Mais c'est une question ouverte. C'était une question plutôt sur la présentation de Mathilde et Martha, même si on peut bien sûr la poser aux différentes interventions qui étaient plutôt centrées sur un territoire, voilà, quand d'autres étaient plutôt sur mobiliser plutôt des archives, voilà, comme ce matin, ou centrées simplement sur des corpus web. Alors, dans les points que je présente, nous traitons le volet géographie, il est présent. À tel point que, par exemple, l'eau, cas par-ci, on est en train d'articuler un questionnement sur les possibilités d'hybridation des données de la recherche, des données institutionnelles de la ciblée dans la région Bretagne, et des données issues de méthodologie participative. Par exemple, avec l'Observatoire breton de l'environnement, pour aller vers des plateformes hybridant les différents volets. Merci Maryse. Alors moi j'ai une question pour Mathilde. Faire le lien entre cette étude et le sujet de ta thèse. Donc est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'enrichir encore le corpus, de l'étendre? Vous avez pris en compte des tas d'acteurs et de corpus en ligne. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas étudier la construction et les médiations des sociabilités locales en lien avec la question du patrimoine? Donc peut-être qu'il y a des affichettes, des vitrines, voilà, en relation avec les questions de paysage ou de gestion des avalanches, ou enfin voilà, les différentes dimensions que vous avez envisagées. Mais oui, moi pour recadrer, j'ai fait ma thèse sur les affichettes, les échanges entre voisins par le biais des affichettes, mais aussi par les médiations numériques. Et je n'ai pas du tout adopté d'approche géographique, ni sociologique,
Du coup, oui, ce serait intéressant. Et d'ailleurs, comment est-ce que peut-être l'identité alpine ou les questions relatives à l'identité alpine se posent dans les échanges informels? Oui, c'est toujours pour les intéressant locaux, d'ouvrir pour les les corpus, voisins, effectivement, d'aller travailler à l'intersection de ces deux projets de recherche. Ça me contraindrait en plus à revenir dans les Alpes, faire du terrain dans les Alpes. Donc c'est pas inintéressant. Mais en tout cas, dans la thèse, je ne l'ai pas du tout creusé, mais ce serait une possibilité. Et de voir apparaître aussi d'autres acteurs, ça permet aussi de voir apparaître des acteurs sous-jacents qui n'émergent pas forcément dans les cadres médiatiques hégémoniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en avais une aussi, toujours, qui est dans la continuité de la tienne. Dans cette étude donc, où vous avez présenté beaucoup de choses qui sont une patrimonialisation, c'est-à-dire avec des labels et au sens, je dirais, UNESCO du terme. Est-ce que vous étudiez aussi les phénomènes qui peuvent se produire pendant les moments de classement, de réaction de la population, de contestation parfois vis-à-vis des choix qui sont faits? Et la deuxième question était, on est sur un terrain où il y a du drame, il peut y avoir du drame, en tout cas dans l'imaginaire, il y a ces avalanches, chacun a insisté là-dessus, il y a des morts, il y a des choses qui ont marqué les imaginaires. Est-ce que vous avez pu voir des revendications, des cérémoniels ou des mémoires, je dirais, à ce moment-là, des habitants autour de ce passé dramatique, soit dans des sites, soit dans des travaux qui commémoreraient ces événements? Tu veux que je réponde? Oui. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question, qui est la dimension mémorielle. Alors, moi, je l'ai pas vu apparaître dans le corpus. Par contre, donc, du coup, c'est très intuitif comme réponse et c'est pas du tout scientifique. Mais ce qui m'a marqué en travaillant ce terrain, c'est le rapport à la mort qui est très décomplexée. La mort est très présente, mais ça fait partie de la pratique de l'alpinisme. Donc effectivement, ça pourrait être une piste à creuser sur, si jamais on poursuit sur la question du rapport au territoire, à l'identité, à la pratique, le rapport à la mort, il me paraît vraiment central et très particulier, très très particulier. Et la première, je ne sais pas si ça répond à la question. Et la première question, est-ce que vous voulez bien est-ce qu'il y a eu alors c'est compliqué parce que il y a déjà eu des patrimonialisations et c'est un peu peut-être difficile. Ah oui, des réactions, c'était ça. Des contestations ou des mouvements Alors là, j'ai rien qui me vient en tête, mais je suis sûre que Alors, la grosse tension qui est à la base est vraiment la reconnaissance de la compétence experte. C'est-à-dire, par exemple, si on revient à la question de l'affichette, l'affichage principal, c'est les bulletins météo, c'est-à-dire c'est un document scientifique. C'est ça qu'on a dans l'espace public, hein, et c'est ça quand on commence à faire des échanges sur l'entretien, les gens disent « Ah oui, il y a des échanges sur Facebook, après il y a l'application, etc. » Mais c'est les bulletins scientifiques, c'est qui... Voilà. Et en effet, il y a... Ça c'est scientifique. Après, j'arrête. Voilà, c'est des signes. Et après, voilà, ça c'est les scientifiques, mais alors après, du scientifique à l'expert, voilà, je trouve que pour moi, il y a des tensions dans la reconnaissance de l'expertise. Voilà, je dirais que lié à ça, on sent de la tension quand on dit « Ah, mais est-ce qu'il est au-delà de l'association des Alpes, qu'a en Italie, voilà, est-ce qu'il y a d'autres experts et on peut identifier qui ne sont pas les guides ?» Quand on pose ce type de questions, il y a une friction tout de suite. C'est une question de savoir des savoirs locaux qui soudent en fait l'identité. C'est vrai que pour le cas des avalanches, c'est assez consensuel en fait. C'était assez consensuel. Donc, peu d'opposition, ça vient compléter la réponse de Martin, mais peu d'opposition à cette patrimonialisation. Voilà. Alors, ça serait la fin de cette session de questions. Donc, moi, je voulais juste dire finalement que pour revenir à un fil un petit peu qui traversait ces interventions et peut-être en particulier pour les étudiants, finalement d'observer dans les différentes interventions
les différents statuts donnés à l'archive. On a eu Chloé qui peut-être était dans la démarche qui vient le plus spontanément, la plus classique. L'archive, c'est la source du travail des historiens et on va la remobiliser comme un film d'archives, par exemple. Mais après, bon, on avait de l'autre côté Hélénie qui a carrément vraiment thématisé l'archive avec, en en faisant une hypothèse, mais en remobilisant la conception donc peut-être plus problématisée de Foucault et qui est très utile pour faire le lien avec les autres postures qui est plutôt souvent aussi que on constitue un corpus à partir de l'archivage automatisé du web et des plateformes qu'on sélectionne en fait. À l'intérieur de l'archivage automatisé du web, on sélectionne un corpus et puis on questionne déjà est-ce que les contributeurs à ce corpus, est-ce qu'eux-mêmes ils voulaient peut-être déjà écrire une archive. Je me suis posé la question en écoutant Céline, à quel point finalement les contributeurs masculinistes, peut-être qu'ils veulent créer un corpus masculiniste, ils veulent propager ce type d'écrit et ensuite le chercheur rethématise ce corpus. Voilà, c'était simplement cette remarque que je voulais faire et puis j'avais posé à la fin la question à Maryse qui avait effectivement tous ces programmes participatifs se concluent par une valorisation évidente de ces données qui est même conçue dès le départ du projet. Voilà, donc c'était mon mot de la fin. Merci.